L'amour est une passion violente, qui n'écoute point les conseils de la raison. Mais quelque rapide que soit ce torrent, il n'est pas toujours impossible de l'arrêter, pourvu que l'on s'y conduise avec délicatesse. C'est ce qu'on verra dans l'histoire que je vais rapporter. Il y avait à Jérusalem un gentilhomme fort accompli, soit pour son esprit, soit pour sa personne, qui se nommait Raphan. Après avoir passé plusieurs années agréablement dans le commerce des dames, sans aucun attachement remarquable, il donna enfin tous les soins à une jeune demoiselle nommée Amazonte. Elle était belle, fort riche et d'une naissance assez distinguée. Mais ce qui faisait son principal caractère, c'est qu'elle avait l'esprit bien fait et une douceur charmante qui lui attirait l'estime de tous ceux qui la voyaient. Avec un mérite si essentiel, on peut juger qu'elle ne manquait pas d'amants. Ainsi, il s'agissait pour Raphan de lui plaire assez, afin de l'emporter sur ses rivaux. Comme il savait qu'elle aimait les fleurs, il lui envoya un bouquet avec ces vers. « Allez, aimable fleur, allez vers Célimène, où votre heureux destin vous mène. Destin trop charmant et trop doux, dont les dieux vont être jaloux. Allez parer son sein d'albâtre, que j'adore et que j'idolâtre. Dépêchez, courez promptement, ne perdez pas un seul moment, pour être, en arrivant, jeune, fraîche et belle, car Célimène vous veut-elle. De vos douces odeurs respectez sa beauté, assurez-la de ma fidélité, et lui consacrez votre vie. Quoiqu'elle soit bien courte, elle va faire envie. Et puis, en attendant un glorieux trépas, auprès de ces divins appâts, dites-lui quelquefois que j'en attends un autre. Hélas, moins heureux que le vôtre, car elle veut par ses rigueurs que loin de ses beaux yeux je meure misérable, lorsque sur sa gorge adorable on vous verra mourir avec 1000 douceurs. Amazonte reçut ce bouquet et ces vers avec beaucoup de plaisir. Raphan en fut ravi. Il redoubla ses assiduités auprès d'elle. Les témoignages continuels qu'il lui donnait de l'amour le plus soumis et le plus sincère lui acquirent dans son cœur le rang glorieux qu'il cherchait à y tenir. Il eut pourtant à combattre l'obstacle fâcheux de quelques parents qui proposaient pour Amazonte divers partis, dont elle eût pu tirer des avantages plus grands du côté de la fortune. Mais rien ne rebuta cet amant, et continuant toujours à aimer avec une ardeur qui ne se démentait point, sa persévérance lui fit enfin obtenir le consentement qu'on lui avait longtemps refusé. Le mariage se fit, et il fut suivi de tout le bonheur que peut causer l'union la plus parfaite. La tendresse d'Amazonte et sa complaisance à s'accommoder entièrement à l'humeur de son mari le rendirent attentif à faire de son côté tout ce qu'il croyait lui devoir être agréable. Et il semblait qu'ils combattissent ensemble à qui pourrait se donner de plus fortes marques de l'échange mutuel qui s'était fait de leur cœur. Cependant, comme avec le temps on s'accoutume au bonheur, et que l'habitude d'en jouir le rend moins sensible, Raphan commença à prendre goût à la conversation d'une assez jolie personne qui avait pour lui un charme particulier. C'était celui de la voix, qu'elle accompagnait admirablement du théorbe. Le hasard seul, lui ayant donné connaissance, il lui rendit quelques visites, d'abord d'une manière qui ne marquait rien par-delà l'amusement, mais à force de la voir et de l'entendre chanter, il sentit son cœur touché pour elle, et sans songer à quoi cet engagement le mènerait, il ne put s'empêcher de lui parler une langue qui lui fit connaître ce qu'elle pouvait sur lui. La demoiselle n'en fut point fâchée d'avoir fait cette conquête, et s'attacha d'autant plus à se l'assurer que sa mère,
qui avait fort peu de biens et qui réglait sa conduite, lui fit comprendre que Raphan étant fort riche, elles en pourraient tirer d'utiles secours, si elle venait à bout de s'en faire aimer véritablement. Cet amant, enflammé par les complaisances qu'on avait pour lui, s'abandonna sans réflexion à sa passion naissante. Et comme il est impossible de ne pas rêver quand on a quelque chose dans le cœur, sa femme, qui trouva quelque changement dans ses manières, se plaignit à lui du relâchement de son amour. Il lui protesta qu'il avait toujours pour elle et le même cœur et les mêmes sentiments. Ce fut assez pour lui remettre l'esprit dans sa première tranquillité. Et elle ne la perdit que quand la nouvelle passion de Raphan eut fait assez de bruit dans le monde pour ne lui plus laisser ignorer qu'il avait une maîtresse. Le coup lui fut très sensible, mais comme il est dangereux d'aigrir un mari en s'opposant avec trop d'empire et d'une manière trop impétueuse à des sentiments qui flattent le cœur, elle lui parla de l'injustice de ceux qui condamnaient sa conduite, comme si elle eût été véritablement persuadée que toutes les visites qu'il rendait étaient innocentes et qu'elle n'avait pour vue que le plaisir d'entendre une belle voix. Raphan, ravi de la voir sans jalousie, lui avoua qu'il ne croyait pas qu'on lui dût défendre d'aller quelquefois chez une personne qui avait beaucoup de talent pour la musique, qu'il avait toujours aimé passionnément, et qu'il y avait si peu de mystère dans l'attachement qu'on semblait lui reprocher qu'il n'aurait point de peine à le rompre, si elle voulait l'exiger de lui. Sa femme lui répondit que ne cherchant qu'à le voir heureux, elle n'avait rien à lui prescrire, qu'elle le croyait trop raisonnable pour vouloir permettre qu'on lui dérobât son cœur, et qu'il connaissait mieux que personne ce que sa tendresse méritait de lui. Cette matière ne fut pas poussée plus loin. Amazonte se contenta de s'être mise en droit de parler, et employa pendant quelque temps les manières les plus tendres et les plus douces pour ramener son mari à elle. Mais ayant connu que son engagement augmentait et que ses visites chez la demoiselle étaient plus fréquentes et plus longues, elle crut lui devoir ouvrir son cœur d'une manière un peu sérieuse. Elle l'assura que son intérêt ne l'obligeait à aucune plainte, et que si tout le monde voulait juger de ses sentiments aussi favorablement qu'elle faisait, elle verrait sans en murmurer qu'il se fût fait un amusement qui lui faisait passer agréablement quelques heures inutiles. Mais elle le pria en même temps de considérer l'injure qu'on lui faisait, lorsqu'on l'accusait d'un engagement injuste et qu'il devait, pour lui-même, cesser de donner occasion à des bruits qui ne lui pouvaient être que désavantageux. Quoique cette remontrance fût aussi juste qu'honnête, Raphan s'en sentit blessé, et la souffrant impatiemment, il interrompit sa femme pour lui dire qu'il n'avait qu'elle seule à satisfaire, sans qu'il dût s'inquiéter de ceux qui condamnaient sa conduite, et qu'il croyait qu'elle avait tout lieu de s'en louer, puisqu'il ne la contraignait en aucune chose, et qu'il l'aimait toujours avec une très grande tendresse, dont il ne pouvait lui donner de meilleures marques qu'en la laissant en pouvoir de faire telle dépense qu'elle souhaiterait, comme il le trouvait fort juste, ayant eu beaucoup de bien d'elle en l'épousant. Cela fut dit un peu aigrement, et Amazonte, qui était fort douce, comprit qu'il lui serait inutile de combattre alors plus fortement une passion qu'elle voyait dans sa violence. Ainsi, elle résolut de fermer les yeux sur l'aveuglement où il était et de tâcher de rappeler toute sa tendresse par un redoublement de marques d'amour et de complaisance. Dans ce dessein, elle sut si bien se modérer qu'il ne lui échappa aucune chose qui donnât la moindre marque de ce que les égarements de son mari lui faisaient souffrir. Elle l'excusait quand ses amis voulaient qu'elle se plaignît et trouvait qu'on avait tort de blâmer le choix qu'il avait fait d'une amie. Un procédé si touchant troublait le bonheur de Raphan, qui, se reprochant son injustice, ne jouissait pas tranquillement de l'entière liberté qu'elle lui laissait de voir la personne qui avait touché son cœur. La jalousie lui ôta bientôt après le peu de repos qu'il essayait de se conserver. Lorsqu'il avait commencé de lui rendre ses soins, il l'avait trouvée presque sans meubles. Et tout d'un coup, il lui vit une belle tapisserie, un grand miroir, un beau sofa, et enfin tout ce qui pouvait servir à rendre propre un appartement. Il demanda d'où cela venait, et la demoiselle répondit qu'un inconnu avait fait donner le tout à sa mère, et qu'il y avait beaucoup d'apparence que c'était un présent qu'il avait voulu lui faire d'une manière galante. Le chagrin qu'il marqua à l'une et à l'autre leur fit connaître qu'il n'avait aucune part à cette galanterie. Et sur ce qu'il prit pour un ton sérieux, la mère lui fit dire que la personne qui avait envoyé ces meubles les avait fait laisser sans rien dire, que, dans l'embarras de leurs affaires,
Sa fille ne se trouvait point en état de refuser ces sortes de choses, à moins qu'il ne voulût lui donner moyen de s'en passer. Ce qu'il pouvait faire, vu les grands biens qu'il avait, sans s'incommoder aucunement. Cette déclaration lui ferma la bouche. On fit de nouveaux présents, et ce fut encore un nouveau sujet de jalousie. Le même inconnu conduisit la chose avec la mère, qui n'en put avoir d'autres éclaircissements, sinon qu'il avait un ordre express de se taire, et que le temps lui découvrirait ce qu'elle voulait savoir. Cette réponse lui donna sujet de croire qu'un amant caché voulait gagner le cœur de sa fille par ses libéralités, avant qu'il se déclarât ouvertement. Et la demoiselle, qui croyait la même chose, s'applaudissait en secret de ce prétendu triomphe. Il arriva une aventure qui les confirma dans cette pensée, Raphan les ayant menés peu de temps après à une maison des environs de Jérusalem qu'elle l'avait prié de leur faire voir. À leur retour de la promenade qu'elles firent dans le jardin de cette maison, elles trouvèrent dans un salon magnifique une collation servie d'une manière fort propre. Elles ne doutèrent point qu'elles ne la dussent aux ordres de Raphan, mais le chagrin qui l'empêcha de manger, leur ayant fait voir qu'elle se trompait, on demanda à celui qui avait soin de cette maison d'où pouvait venir la fête, et l'on devina par sa réponse qu'elle avait été ordonnée par celui-là même qui avait fait les présents. Raphan fit de longues plaintes à la demoiselle de l'insulte qu'elle souffrait qu'on lui fit, et menaça de rompre avec elle, si on lui faisait plus longtemps mystère d'une intrigue qu'il voyait bien qu'on se plaisait à entretenir. Elle lui jura 100 fois qu'elle n'en savait que ce qu'il savait lui-même, étant aussi surprise que lui de tout ce qu'elle voyait. Comme il jugea bien qu'il ne serait pas possible de se déguiser toujours, il résista à la jalousie dont il était tourmenté et observa jusqu'aux moindres choses qui pouvaient contribuer à lui faire découvrir le rival qui se cachait. Ses inquiétudes furent violentes, et il les sentit augmenter beaucoup un soir qu'ayant soupé chez la demoiselle, un concert de violon et de hautbois vint la divertir sous ses fenêtres. Le concert fut accompagné d'un air qu'on chanta, fort rempli de passion, ce qui mit Raphan dans un nouveau trouble, qui le fit sortir tout en colère, protestant qu'il se guérirait de sa passion. La demoiselle, après avoir tâché inutilement de l'apaiser, craignit d'autant moins son changement qu'elle était persuadée que l'amant qui ne se déclarait point ne cherchait qu'à l'éloigner afin de prendre sa place. Cependant, Raphan, qui avait l'esprit entièrement occupé de son aventure, fut extrêmement surpris lorsqu'il reçut un billet par lequel une femme lui faisait savoir que tout ce qu'il imputait à un rival avait été fait pour lui, que l'on avait fait meubler exprès un appartement afin qu'il eût le plaisir de se voir dans un lieu propre, que la fête dont il s'était plaint n'avait nul rapport à la demoiselle et que la chanson qui l'avait rendu jaloux lui marquait les sentiments qu'une dame avait pour lui, que cette dame méritait peut-être bien son entier attachement, qui ne ferait jamais tort à ce qu'il devait d'ailleurs par une obligation indispensable, et qu'il ne devait point prétendre qu'elle se résolût à se déclarer, tant qu'on le verrait dans l'engagement qu'il avait pris. Raphan, ayant relu plusieurs fois la lettre, fit 100 questions à celui qui en était le porteur. Et n'ayant pu tirer autre chose, sinon qu'on attendait sa réponse, il se sentit entraîné par un mouvement secret à suivre cette aventure. Il promit pour première marque de reconnaissance de n'aller plus que de temps en temps chez la demoiselle, et seulement pour jouir du plaisir de voir ses espérances trompées, lorsque les soins qu'elle croyait lui être rendus par un amant inconnu cesseraient entièrement. La correspondance se forma par lettres, d'une manière très vive. Il y avait un tour d'esprit délicat dans toutes celles que l'on apportait à Raphan. Et comme on lui déclarait qu'on aspirait avec lui qu'à une liaison étroite de cœur qui n'aurait jamais de suite qu'on pût condamner, on ne faisait point difficulté de l'assurer d'une tendresse éternelle et de s'expliquer sur cette assurance dans les termes les plus forts. Mais la dame s'obstinait à demeurer invisible, et il semblait lui suffire qu'elle lui eût appris qu'il était aimé. Elle lui demandait quelquefois si la demoiselle recevait encore des soins de son amant inconnu. Il en parlait lui-même à la demoiselle, qui tantôt lui répondait qu'elle avait renoncé à ce commerce pour lui ôter tout sujet de jalousie, et qui lui disait une autre fois qu'elle conduisait les choses avec le mystère qui lui convenait et qu'il ne tenait qu'à elle qu'elle n'éclatasse. Raphan, qui voyait de l'artifice dans cette diversité de réponses et qui se persuada que les visites qu'il continuait à lui rendre empêchaient la dame inconnue de se découvrir, rompit entièrement cette intrigue et ne chercha plus
qu'à mériter qu'on le voulût éclairci sur sa nouvelle conquête. Il pressa pourtant inutilement pour l'obtenir. La dame lui répondit que bien qu'elle fût ravie de le voir tirer d'un engagement qui lui faisait honte, elle ne pouvait se résoudre qu'avec peine à lui déclarer qui elle était. Qu'elle se croyait néanmoins assez bien faite pour ne pas craindre de blesser ses yeux, mais que ne cherchant que l'union de l'esprit, des raisons particulières et importantes pour elle l'obligeaient à se cacher encore quelque temps. Pendant qu'elle s'obstinait à laisser Raphaël dans l'inquiétude, le jour de la naissance de celui-ci étant arrivé, il reçut de la dame un bouquet dont la richesse égalait la galanterie et le bon goût. Toutes les choses qu'elle avait faites pour lui donnant lieu de penser qu'elle venait d'une femme d'un rang distingué et qui était en état de faire de la dépense, il forma différentes conjectures, et ne sachant à laquelle s'arrêter, il consulta un de ses amis sur l'embarras où il se trouvait. Il expliqua son aventure dans toutes les circonstances, lui montra les lettres qu'il avait reçues et lui nomma plusieurs dames sur qui ses soupçons étaient tombés. Son ami, qui était sage, rêva longtemps sur la chose. Et après lui avoir dit que toutes les femmes que la passion entraîne n'en sont point assez maîtresses pour se posséder, autant que faisaient celles qui avaient commencé à lui donner des marques de la sienne, dans le même temps qu'elle le voyait dans un autre attachement, sans lui avoir demandé aucun sacrifice pour le prix du cœur qu'il voulait lui donner, il conclut qu'il fallait absolument que ce fût sa propre femme qui jouât ce personnage. Il lui fit examiner qu'étant d'une humeur fort douce, pleine de sagesse, et l'ayant toujours aimé fort tendrement, malgré l'infidélité qu'il lui avait faite, et dont elle avait cessé de lui parler dès qu'elle avait reconnu que ses remontrances l'aigrissaient, il n'y avait qu'elle seule qui pût être capable d'envoyer des meubles pour rendre propre un appartement où il passait la plupart des jours. Raphaël trouva les réflexions de son ami très justes. Il s'en sentit frappé tout à coup, et rappelant plusieurs choses qui étaient entièrement du caractère de sa femme, dans le véritable amour qu'elle avait pour lui, il ne chercha plus ailleurs la dame qui ne voulait point se faire connaître. Dès ce jour-là même, il alla lui dire qu'il voulait lui faire un fort beau présent, et lui ayant montré le riche bouquet qu'on lui avait envoyé le jour de la fête de sa naissance, il la vit assez déconcertée pour demeurer convaincu que ce beau bouquet venait d'elle. Il l'embrassa avec toute la tendresse que méritait cette femme qui s'était uniquement appliquée à ne le point perdre de vue dans ses égarements. Et après qu'il l'eut assuré 100 fois qu'il n'aimerait jamais qu'elle, elle demeura d'accord de l'innocent artifice dont elle s'était servie pour amortir son injuste passion, ce qu'elle était résolue de continuer sans lui faire aucun reproche, tant qu'il serait demeuré dans le malheureux entêtement dont sa patience l'avait retiré. L'exemple d'Amazonte doit servir d'instruction aux femmes qui souhaitent de regagner l'amour de leur mari. Car comme l'on ne prend point de lièvre au bruit du tambour, ni des mouches avec du vinaigre, on ne ramène point un cœur avec des plaintes, des murmures et des éclats continuels. Ce procédé n'est en usage que parmi les femmes du commun, qui n'ont point assez d'esprit ni d'agrément pour se faire aimer. Peu de choses fait naître l'amour, et peu de choses le fait perdre. Ce Dieu ne veut point être contraint, il est libre. Les duretés ne sont pas de son goût, et ce n'est qu'avec des manières nobles et délicates qu'on peut se le rendre favorable. Circé, la reine de Sparte, celle d'Égypte et tant d'autres, ne se seraient pas fait aimer si elle n'avait suivi cette maxime. Que la douceur a de charme. Ceux qui la pratiquent ne s'en repentent jamais. Et s'ils font des conquêtes, cette même douceur les conserve et a le pouvoir de ramener les esprits que l'inconstance a écartés de leur devoir.